Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans cet épisode de So Sweet Planet, je vous propose une rencontre avec Aya Sissoko, multiple championne du monde de boxe, passée par Sciences Po et conférencière, autrice et comédienne. Aya Sissoko a publié en 2011 un premier livre sur son parcours, Dame B, écrit avec Marie Desplechin, suivi en 2016 par Enba. C'est bien ça. Et le 6 mai dernier, 2022, est sorti ce nouveau livre publié au Seuil, Au nom de tous les tiens. Bonjour Aya. Bonjour. Je suis ravie de pouvoir te rencontrer, de pouvoir échanger sur ce livre, sur ce parcours, sur ce livre qui est dédié à ta fille. Alors, pour situer un peu le sujet à nos auditrices et auditeurs, je vais lire un petit passage du texte de présentation de ce livre pour qu'ils sachent tout de suite dans quoi nous nous lançons. Donc, je commence. À la suite de ses précédents ouvrages, Dame B et Enba, l'auteur poursuit ici l'exploration de son histoire familiale et de la condition noire en France. Dans ce récit de filiation, Aya Sissoko écrit à sa fille, âgée de 9 ans, Billy, issue d'une double lignée à l'histoire violente et douloureuse, celle de guerriers bambara qui ont résisté aux colons et de juifs ashkénazes déportés à Auschwitz. Comme si la naissance de sa fille avait suscité un sentiment d'urgence justifiant de prendre la parole à nouveau, elle raconte les discriminations, le racisme et les préjugés auxquels une personne noire ou un noir, est-il écrit, doit faire face au quotidien et leur pendant, la honte profonde que les individus discriminés éprouvent souvent envers leur propre famille. Aya Sissoko interroge aussi les hiérarchies sociales. Elle montre comment racisme et mépris de classe se mêlent selon une logique perverse, confuse et persistante. Les choses ont-elles tant changé pour les siens lorsqu'elle compare notre époque avec celle de son enfance dans une cité de Ménilmontant à la fin des années 80 ? Dans une langue tantôt éruptive, tantôt sensible, un livre nécessaire, traversé d'amour et de violence, qui redonne une place et une grandeur à toutes ces vies invisibilisées et souvent condamnées au silence. Voilà, donc là, c'est quelques extraits du texte de présentation du livre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte de l'écriture de ce livre et ce que tu souhaitais en faire ? Comme tu le disais il y a un instant, donc je suis devenue mère. Il y avait cette nécessité de m'approprier cette narration, de dire avec mes mots à ma fille, d'une part que je l'aime très très fort, mais aussi voilà ton histoire. Elle est douloureuse, elle est formidable et il va falloir que tu t'en empares pour pouvoir grandir harmonieusement. Surtout que personne ne te l'impose parce qu'elle sera tronquée. Les héros ne seront pas forcément ceux qu'ils devraient être. Et en l'occurrence, ta mère, ton grand-père, tes aïeux ont eu des attitudes, des comportements d'une dignité sans faille. Et oui, c'est à toi de choisir tes héros et tes héroïnes. Dame B, d'ailleurs, le titre de ton livre, qui a aussi été adapté en film. Dame B veut dire, j'ai lu plusieurs fois que tu dis que c'est la traduction, on ne peut pas vraiment traduire, mais en fait, ça veut dire dignité. Oui, si on devait trouver un terme, le terme le plus proche, oui, serait dignité. Et donc, c'est quelque chose qui était récurrent dans les discours de ma mère, oui. Où elle nous rappelait continuellement de faire très attention à notre Dame B, à notre dignité, car oui, celle-ci aurait pu nous être retirée très très vite dans un pays qui n'est pas, qui est le mien parce que je suis née, que j'ai la nationalité française, mais qui n'était pas le sien, parce qu'elle arrive au milieu des années 70 pour suivre son mari dans le cadre de regroupement familial. Et c'est une femme qui, dans les hiérarchies sociales, n'est rien. Et elle n'avait pas envie, d'ailleurs. C'est important de le préciser parce qu'on croit quelquefois que tout le monde entier a envie de venir en France et s'installer en France. Elle n'avait pas envie. Elle a suivi son mari. Elle a rejoint son mari. Oui, c'est pour ça aussi que je l'écris. C'est-à-dire que le Mali, c'est son paradis perdu. C'est l'arrachement à sa terre, la séparation avec les siens. D'ailleurs, il y a cette phrase récurrente
dans mes ouvrages, on ne quitte jamais patrie et famille par plaisir. Et donc oui, le Mali pour elle, la France pour elle, c'est un pays qu'elle n'aimera jamais véritablement parce que c'est aussi celui du labeur. Elle est femme de ménage. Voilà, nettoyer la crasse des uns et des autres. On la considérera parfois avec mépris, avec arrogance. On ne dira jamais les contributions qui sont celles d'individus comme elle. Il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance. De toute façon, ce sont des figures qui sont totalement invisibilisées. Et puis oui, donc elle s'accrochera jusqu'au bout de sa vie à ce rêve de retour, celui de retrouver ses terres, les siens, et pouvoir profiter d'une retraite bien méritée, parce que c'est aussi une figure sacrificielle, celle qui va tout donner pour que ses enfants puissent avoir une autre vie que la sienne. Et finalement, elle ne pourra pas en profiter de cette retraite ni du retour dans ce pays qu'elle aimait. Oui, parce que là, ce qui est aussi important de dire dans cet ouvrage, c'est ce que le politique fait au corps de celles et ceux qui n'ont pas d'amplitude, en fait, qui n'ont pas de quoi se protéger. C'est-à-dire que le politique commande leur vie, en fait, chacun de leurs gestes. Je vais prendre un exemple très très récent, c'est-à-dire que pour certains, 5 € d'appel, ce n'est pas grand-chose. Mais pour certains, c'est vrai que le gouvernement actuel, à un moment donné, décide de baisser les appels de 5 €. Oui, oui. Mais déjà, il faut se dire qu'un individu qui bénéficie des appels est déjà dans une situation précaire. Alors quand on lui retire 5 €, c'est quelque chose d'énorme. 5 €, c'est 2-3 paquets de pâtes, c'est mis à bout une paire de chaussures à la fin de l'année. Et ça, c'est important. Et donc moi, j'ai une mère qui a compté chacun de ses sous pour réussir à finir le mois. Oui. Et donc le politique, c'est ça, c'est-à-dire que le politique commande les trajectoires de ces hommes et de ces femmes. D'ailleurs, si mon père, à un moment donné, décide de faire venir sa femme, c'est le politique qui l'oblige. C'est-à-dire que la France, le 3 juillet 1974, décide de fermer ses frontières. C'est-à-dire que ces hommes qui avaient l'habitude de circuler d'un continent à un autre plutôt facilement, du jour au lendemain, on leur interdit ce droit, on leur interdit cette mobilité. Et donc, pour ne pas que les entrées d'argent s'arrêtent, on décide de se fixer sur le territoire hexagonal. Et ta fille, à qui ce livre est adressé, elle l'a déjà lu ou c'est pour un peu plus tard ? Non, elle est trop jeune, elle n'a que 9 ans. Oui. C'est vraiment un matériel que je mets à sa disposition. C'est-à-dire que pour nous, ça a été un long chemin de pouvoir réunir les pièces du puzzle et de le constituer. Me concernant, ça a été un très très long cheminement parce que les parents ont tendance à ne pas parler justement de ce passé parce qu'il est douloureux, parce qu'il est celui des perdants, celui de l'humiliation et leur objectif pour eux c'est penser le temps présent, construisez-vous un avenir, devenez quelqu'un. Et donc oui, il nous revient d'essayer de remonter le fil de cette histoire, la reconstituer et ensuite la régurgiter, si je puis m'exprimer ainsi. Oui. Alors, ce livre s'ouvre par une remarque raciste prononcée par la mère du garçon que tu fréquentais et qui te voyait pour la première fois, sa mère donc. Tu décris que vous la suiviez dans le vestibule menant au séjour lorsqu'elle se retourne vers son fils et lui dit « Elle est quand même noire. » On voit que depuis le sketch de Muriel Robin, à la fin des années 80, ça n'a pas beaucoup bougé. Et encore, dans ce sketch, où on trouvait que c'était déjà, ça semblait caricaturé, alors qu'on le voit bien, c'est quand même un juste reflet de la réalité. Dans ce sketch, la mère avait la décence de ne pas prononcer cette phrase « Il est noir » devant la personne concernée. Là, en fait, c'est quand même devant toi, comme si tu n'existais pas. Donc ce racisme au quotidien, et là on parle des personnes noires, mais bien sûr beaucoup d'autres personnes subissent du racisme et des discriminations, toujours aujourd'hui au XXIe siècle et toujours en France aussi. Donc ce racisme subi au quotidien, tu vas dérouler le fil des conséquences, parfois bien visibles, mais parfois
plus insidieuses que les personnes qui en sont victimes n'identifient même pas toujours, et pourtant cela peut faire des ravages. Je te cite, « La honte s'est insidieusement installée quand j'ai décrété que Massiré Dansira, donc ta maman, n'était pas assez bien, qu'elle était en dehors de la norme. Ma mère n'était pas ses autres. Les autres avaient en commun d'être blancs. Ils parlaient correctement, s'habillaient comme il faut et semblaient porter une attention toute particulière à leur progéniture. J'avais choisi mon camp, celui de la trahison, celui des autres. Je voulais être ces autres. Tout semblait beaucoup plus facile chez eux. Tout paraissait dans le bon ordre, à la bonne place. » Et là, en quelques lignes, on voit les dégâts sur l'estime de soi, sur la relation avec ta mère, sur ta propre construction, ce sentiment de honte profond, terrible, alors que ta mère se bat pour être une personne digne, qu'elle va faire des ménages, travailler nuit et jour. Un sentiment terrible quand on n'a rien fait de mal, qu'on n'a rien à se reprocher. Un sentiment qui naît juste par la façon dont les autres, donc les blancs, vous considèrent. Mais ce sentiment de honte, tu vas le dépasser, le transformer. Donc quel est le lien entre ce processus de transformation de la honte et ce livre ? Comment on rompt avec ce sentiment de honte ? Déjà en apprenant. C'est un long processus qui justifie, qui implique de s'extraire justement du discours qui nous est imposé, parce que ce sentiment de honte aussi, c'est une conséquence du principe d'assimilation, où on nous dit, pour certains groupes raciaux, en l'occurrence, les Noirs, de rompre totalement avec la culture, l'identité de nos parents, pour prendre celle du pays d'accueil, en l'occurrence celui de la France. Et donc déjà, il a fallu se défaire de cette injonction d'assimilation. Et puis, il y a aussi les rencontres, les discussions, les lectures, le fait effectivement de regarder cette trajectoire de cette femme différemment, en se libérant justement de tout ce discours ambiant et qui fait norme, qui dicte ce qu'il faudrait croire ou pas croire, qui légitime certains corps et d'autres pas. Et très rapidement, déjà à l'adolescence, je me dis au fait, cette femme a une trajectoire extraordinaire, c'est-à-dire combien d'individus, dans un laps de temps aussi court, avec aussi peu de cartes en main, parce que ma mère ne sait ni lire ni écrire, seraient capables de comprendre leur environnement, finalement de travailler, d'élever leurs enfants avec une marge de manœuvre financière qui est très très faible. Au fait, les véritables héros et héroïnes, justement, ce sont ces figures. Et d'ailleurs, on l'a aussi très très bien vu pendant le confinement. Oui. Je veux dire, ces petites mains, ces invisibles, n'auraient pas été là. En fait, comment auriez-vous fait pour remplir vos frigos ? Comment auriez-vous fait pour être soigné ? Parce que bien évidemment que les médecins sont importants, quoique il y a énormément de racisés dans les soignants, mais les infirmiers sont beaucoup d'individus racisés dans les maisons de retraite, etc., etc., etc. Donc ce sont des individus qui apportent une véritable plus-value à la société, c'est-à-dire que ceux qui le font, leur métier, en fait, on en voit très rapidement les effets. Oui, parce que c'est souvent des métiers qui concernent vraiment notre vie quotidienne, notre survie. Notre vie quotidienne, notre survie et même notre confort immédiat. La réalité aussi, c'est ça, c'est-à-dire les individus qui apportent une véritable plus-value à la société et aux autres, ce sont eux. Et sur le terrain aussi, c'est-à-dire que moi, j'adore être en contact avec celles et ceux qui font, et ils sont là sur le terrain. Pour l'autre, c'est-à-dire comment peut-on y arriver collectivement ? Voilà. C'est ce qui sous-tend ce que tu fais, ce que tu écris, et c'est ça que je trouve intéressant, parce que c'est pour moi la question essentielle aujourd'hui. Et à la page suivante, tu écris:
Le temps a passé et je commence à comprendre. Donc on rejoint ce que tu viens de dire. Massiré Dansira n'était pas l'enfant de rien ni de personne. Massiré Dansira était quelqu'un. Et toi, ma fille, tu appartiens à cette histoire. Ce texte sera probablement le dernier sur l'histoire familiale. Il conclut en quelque sorte un long et périlleux parcours initiatique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce long et périlleux parcours initiatique ? Qu'est-ce qui a été périlleux et qu'est-ce qui a été initiatique ? Déjà, à un moment donné, c'est toujours difficile finalement de sortir de sa zone de confort, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire de se dire, ok, je m'arrête, je m'extrais de la temporalité qui nous est imposée, je vais prendre du recul et je vais commencer à réfléchir. Une fois de plus, je reviens sur cette image de reconstituer, de réunir les pièces du puzzle et de le reconstituer. Et donc, il m'a fallu déjà savoir d'où venaient les miens. Pourquoi se sont-ils installés en France ? Et là, on se dit, leur arrivée, leur installation n'est pas un hasard. Il y a un fait historique, en l'occurrence la colonisation. C'est-à-dire que quand mon père décide de venir s'installer en France, il ne le fait pas par hasard. D'ailleurs, son propre père a participé à la Seconde Guerre mondiale en tant que soldat. Donc, il a participé à la libération de la France. Quand ma mère décide de s'installer en France, elle le fait dans le cadre du regroupement familial. Donc, c'est une loi passée par la France qui décide aussi de sa trajectoire. Du côté paternel, donc Lazare, qui est le premier à fouler du pied le sol français, donc fuit la guerre en Ukraine, il fuit les pogroms et donc s'installe en région parisienne. Va arriver la Seconde Guerre mondiale et donc 5 membres sur 6 de la famille va être déportés et exterminés dans les camps de concentration. Et donc il était vraiment essentiel, important de raconter tout ça à ma fille. Aussi parce que, et puis c'est aussi une manière d'être critique aussi envers ce pays qui ne veut absolument pas regarder son passé. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que si on ne fait pas face, si on ne regarde pas collectivement ce passé, on ne pourra pas réparer les vivants et aussi réfléchir à comment construire ce demain, ce futur. Oui, c'est là où il y a un maillon qui manque, parce que quand on construit sur des bases qui sont, d'ailleurs, même dans une famille, quand il y a des secrets de famille avec des choses qu'on a mis sous le tapis, l'histoire familiale, il y a un moment où c'est bancal. Il y a quelque chose, même si les gens ne sont pas au courant, il y a souvent un moment où il y a un problème. Il y a des problèmes de santé ou des problèmes parce qu'on a construit sur comme une maison sur pilotis, sur laquelle des pilotis seraient manquant, voilà. Donc l'équilibre, il y a quelque chose qui va pas. L'équilibre est bancal. D'ailleurs, c'est aussi une expression qui vient souvent, dans mes ouvrages. Un enfant atteint l'équilibre quand il marche sur ses deux pieds. En l'occurrence, là, la France refuse obstinément de regarder son histoire en face et continue à véhiculer en fait un espèce de mythe où il a le bon rôle, celui de la nation civilisatrice qui a apporté la civilisation au pays qu'il a colonisé, alors que cette histoire finalement est faite de destruction. Elle est faite d'extermination et tout ça aussi puis la négation d'une culture, parce que de la négation des cultures, mais tout ça aussi commandé par un système économique, c'est-à-dire qu'en fait on peut pas dissocier cette mission, déjà l'esclavage et cette mission colonisatrice sans prendre en compte l'économie, parce que c'est aussi l'économie capitaliste, le développement économique, trouver continuellement de nouvelles terres à exploiter qui justifie cette destruction et cette extermination et d'ailleurs qui continue sous d'autres formes encore aujourd'hui, c'est-à-dire que notre confort se construit au détriment d'autres individus et ça aussi il va falloir aussi le comprendre, notre façon de vivre, notre confort se construit au détriment d'autres personnes. Et des ressources de la planète et de la biodiversité. Les ressources, bien évidemment. C'est-à-dire que le système capitaliste, de toute façon, est mortifère. Il est mortifère pour l'environnement et il est mortifère pour les individus. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça se rejoint, puisqu'il y a de plus en plus les ouvrages de Malcolm Ferdinand ou de Guillaume Blanc par rapport à l'écologie décoloniale. Et on voit qu'effectivement, il y a des causes communes. Tout est structuré.
où à un moment il y a un vrai manque de respect du vivant en fait, que ce soit les êtres humains, que ce soit la faune, la flore, tout cet environnement. Et pendant longtemps on a piétiné tout ça en pensant qu'il n'y aurait pas de conséquences. Aujourd'hui, les conséquences sont là et menacent la survie de l'humanité. Donc, on se dit, il serait quand même temps. Il serait quand même temps de se dire que la cupidité de quelques-uns, finalement, ne peut pas décider de la vie de nombreux autres. En fait. Et sur le fait de reconnaître cette histoire par rapport à la colonisation, par rapport à l'esclavage, par rapport à tout ça. Bon, on entend bien dans la société française régulièrement une interprétation par rapport aux personnes qui essaient de travailler, de faire des études sur ça. Moi, je trouve que c'est une vision tronquée où on veut présenter les personnes qui essaient de travailler là-dessus comme si ces personnes voulaient nous remonter les uns contre les autres. Alors que pour en connaître plusieurs qui travaillent vraiment en tant qu'universitaires, moi je trouve qu'au contraire, ils sont motivés par l'envie de reconstruire ensemble. Absolument. Ça veut pas, on ne veut pas l'entendre. Absolument. Oui. Et l'objectif, à un moment donné, c'est de mettre toutes les cartes sur la table et de se dire, mais comment on fait pour construire aujourd'hui et demain, mais en étant à égalité? Parce que ce que réclament tous ces individus qui, dorénavant, n'hésitent plus à s'exprimer, c'est l'égalité, une véritable égalité entre les individus. Il va falloir aussi se rendre compte que cet universalisme dont beaucoup se réclament était déjà à l'origine inégalitaire. D'ailleurs, je vais femmes recevoir au mois de juin. Normalement, je dois rencontrer Mme Fatou Niang pour son livre, qui elle aussi a été très critiqué. Et quand on lit Universalisme, il est extraordinaire et c'est un livre que je vous conseille vivement. Et c'est pas un livre pour justement nous remonter les uns contre les autres. Au contraire. Non, au contraire. On cherche des solutions. Il y a un proverbe mondain qui dit « Le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé ». Il est impossible de construire l'avenir si on ne s'ancre pas dans ce passé. Et donc je revenais justement à cet universalisme qui est déjà à l'origine était exclué une part non négligeable de la société, en l'occurrence les femmes. Les Noirs, n'en parlons même pas. Et moi, je me souviens de ce proverbe d'Olympe de Gouges. Donc je me dis déjà, si Olympe de Gouges au 19e siècle avait compris pourquoi nous, au 21e siècle, on n'arrive pas à comprendre. Elle disait, une femme dans la civilisation des hommes, c'est comme un nègre dans la civilisation des Blancs. Cette phrase, en fait, résume déjà la situation. Donc je me dis, cette femme l'avait compris et l'avait formulé au XVIIIe siècle. Comment cela se fait-il qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on soit incapable de comprendre qu'il y a une hiérarchisation au sein de la société française, qu'au même titre que les femmes subissent le patriarcat, les Noirs subissent la domination blanche. Mais oui. C'est aussi simple que ça. Et donc, pour celles et ceux qui croient véritablement à un universalisme, à l'égalité entre les individus, il va falloir apprendre. Déjà désapprendre pour mieux apprendre. Oui. Et moi, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que même en tant que femme noire, il m'a fallu désapprendre pour apprendre. Et c'est aussi comme ça que j'ai mieux aimé ma mère. À partir du moment où j'ai compris comment se structurait la société française, quels étaient celles et ceux qui étaient exclus du récit national, et que j'ai décidé finalement de me choisir mes héros et mes héroïnes. Et en disant ça, l'objectif, ce n'est pas d'effacer les autres, c'est d'affirmer que ces figures peuvent cohabiter les unes à côté des autres. Oui, c'est pas d'effacer les autres, c'est juste que tout le monde est droit à sa place et à la même place. Pas à ce que certains prennent la place de 3 personnes et que d'autres soient justement, comme on dit, invisibilisés. C'est juste une question d'égalité. Oui. C'est une question d'égalité, de réhabilitation, de cette volonté que l'histoire soit dite dans sa globalité. Parce que un mythe reste un mythe et la France s'est construite sur ce principe, mais celles et ceux qui jusqu'ici en étaient exclus disent
mais nous aussi, on a participé à construire ce pays. Nous aussi, on a participé à la grandeur de ce pays. Et on participe encore à faire de ce pays ce qu'il est. Donc, faites-nous un peu de place. Oui. Alors, il y a une phrase qui revient à de multiples reprises dans ce livre, c'est « Être un enfant ne protège pas ». Alors, il faut dire que lorsqu'on lit Dame B, que j'ai donc lu récemment, ou qu'on regarde le film, on découvre que tu as été confronté à des choses extrêmement violentes dont on aimerait que les enfants puissent être protégés. Il y a cet incendie criminel de votre immeuble lors duquel ton père et ta petite sœur vont décéder. Puis le décès de ton petit frère d'une méningite qui avait été mal diagnostiquée. Et comme ta maman ne sait ni lire ni écrire, comme tu l'as dit, tu dois lire et écrire les papiers à sa place alors que tu es encore une petite fille. Et en étant ainsi intégrée dans le monde des adultes, la petite fille innocente se prend de plein fouet cette violence du racisme, d'autant plus que tu posais beaucoup de questions, comme après cet incendie criminel où tu demandes à ta mère « Est-ce que c'est vrai qu'on a voulu nous tuer parce qu'on est noir ?» Et je pense aussi à toutes ces étapes interminables dans le parcours juridique pour obtenir d'être juste indemnisé, où, après toutes ces souffrances, on vous renvoie au visage que vos vies ne valent pas grand-chose et la petite fille que tu es alors assiste à toutes ces étapes avec leur lot d'humiliation qui viennent s'ajouter aux souffrances de vos vies déjà bien difficiles et douloureuses. Et tu le répètes, être un enfant ne protège pas. Pourquoi cette phrase revient tout au long du livre ? Mais parce que c'est une constante dans la trajectoire qui est la mienne, mais aussi même dans celle qui est du côté de la famille paternelle. C'est qu'on nous dit, on nous dit continuellement que l'enfance c'est le temps de l'insouciance, celui de la candeur, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Même si selon que vous soyez pauvre, que vous soyez noir, déjà vous ne décidez à aucune étape de votre vie. Vous ne décidez pas du lieu de votre habitation, et donc généralement, ce sont dans des quartiers populaires, avec les joies et les difficultés qui vont avec. Mais c'est aussi le choix de l'école de vos enfants qui vous sera imposé. Et donc, finalement, comme je dis, faites votre vie est véritablement assujettie aux politiques. Et on sait que l'apprentissage, plus il se fait tôt, mais vous vous en tirez par la suite. On ne va pas revenir sur les études de Bourdieu, sur le fait que des enfants d'ouvriers ont très très peu de chances de s'élever socialement, etc. Oui, ça, les études aujourd'hui, bien qu'on ait eu des efforts pour que l'égalité des chances à l'école et tout ça, mais aujourd'hui, toutes les études, y compris très récemment, convergent vers le même sens, c'est-à-dire que la France est intrinsèquement inégalitaire. Oui. Et il faut, je crois, 4 ou 5 générations pour, quand on est d'une classe sociale dans les plus basses, pour réussir à changer, à monter dans la hiérarchie sociale. C'est très difficile. C'est très très difficile et même pour revenir du côté paternel de ma fille, c'est-à-dire ne serait-ce pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un premier temps, les Allemands ne veulent pas des enfants. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il est important de rappeler, c'est-à-dire que les Allemands ne veulent pas des enfants. C'est l'État français, parce que là, en plus, on est dans un contexte où certains tentent de réhabiliter Pétain. Et donc, rappelons un peu l'histoire. Rappelons, c'est pour ça qu'il est important, justement, de s'ancrer dans l'histoire pour réfléchir le présent et le futur. Tout à fait. Tu l'écris, ce passage, par rapport aux enfants dans ton livre, pendant la guerre. Oui, donc, la France ne veut... l'Allemagne ne veut pas des enfants. C'est juste la France, pour des raisons pratiques, qui propose leur déportation parce que... Ils ne savent pas quoi faire des enfants qui restent. Quoi en faire en l'absence des parents. Et c'est de cette façon qu'on va se retrouver avec des milliers d'enfants déportés et exterminés dans les camps. C'est la raison pour laquelle je dis être un enfant ne protège pas. Et de toute façon, à partir du moment où une société opère un traitement différencié entre eux, avec une rupture d'égalité, pour l'accès au savoir, donc à l'école, l'accès aux soins, etc., être un enfant ne protège pas. Alors tu écris page 29, Massiré Dansira tenta à plusieurs reprises de remédier à son analphabétisme en s'inscrivant à des cours donnés par des associations de quartier. Mais l'urgence du quotidien finissait toujours par gagner la bataille.
Comme tu le dis, c'est facile de l'extérieur de juger à l'emporte-pièce et de dire quand on veut, on peut. C'est important de décrire cette réalité-là, ce quotidien. Et tu écris page 30, femme de ménage est un métier ingrat, nettoyer chez des inconnus et continuer une fois rentré dans son propre foyer, faire et recommencer sans cesse, le travail est sans fin. Ta grand-mère, donc tu parles à ta fille, ta grand-mère s'est pliée en deux presque toute sa vie pour effacer toute trace du passage d'inconnu. Elle était payée une misère, malgré le cumul, parfois, de plusieurs contrats. Massiré d'Ancira appartenait au camp des travailleurs invisibles, de ceux qui nettoient votre crasse avant votre arrivée et recommencent après votre départ. J'ai lu récemment le livre de Florence Aubenas, son enquête en immersion à Ouistreham, lorsqu'elle s'est faite embaucher en tant que femme de ménage. Donc la plupart, qui a été adapté aussi en film récemment avec Juliette Binoche, la plupart des femmes avec lesquelles elle travaille dans cette histoire-là sont blanches. Et déjà, quand on lit le livre, c'est révoltant, la façon dont on les traite, dont on les maltraite. Pour celles et ceux qui ne sont pas blancs, c'est pire encore, puisqu'il y a un cumul de difficultés. Il n'y a pas tant que ça de témoignages écrits sur cette réalité-là qu'il est important de rendre visible. Qu'est-ce que tu aimerais que ce livre fasse bouger au-delà de ta fille qui le lira un jour? Non, mais déjà, il était important de rendre une humanité à toutes ces figures dont on parle pas, de leur rendre une dignité, de dire qu'elles sont puissantes, parce qu'elles le sont véritablement. Leur parcours, les conditions de la survie sont héroïques. Et pour moi, c'est essentiel. Et puis leur dire au fait, aux lecteurs, regardez la réalité des autres, regardez à quel point le politique a un impact sur la vie des individus. C'était aussi cette volonté de... Oui, nous, le politique a un véritable impact sur nos existences. Et voilà comment ça s'articule. Oui. Et comment ça rend encore plus difficile l'existence d'hommes, de femmes et d'enfants qui déjà se débattent. Et il y avait aussi, bien évidemment, cette envie de dire, là, à un moment donné, il va falloir aussi vous regarder, vous. Parce que vous bénéficiez, le plus directement, de ce système. Même si, alors bien évidemment, mon objectif, c'est ne pas de mettre en concurrence les groupes sociaux. Mais il n'empêche que vous bénéficiez le plus directement de ce système. Quand on parle de racisme, le blanc domine le noir, l'arabe ou l'asiatique. Et d'ailleurs, le contexte actuel en témoigne. C'est-à-dire que pour nous, individus racisés, allumer sa télévision et subir le discours politique, c'est juste terrible. C'est juste terrible. Non seulement on se débat quotidiennement pour sortir la tête de l'eau. Alors je précise aussi que, oui, moi j'ai vécu dans une famille pauvre, mais mes conditions de vie n'ont plus rien à voir avec celles de mon enfance. Oui. Donc je ne connais pas, je ne connais plus la pauvreté directement. Donc c'est toujours important de le préciser. Mais je l'ai vu, je l'ai vécu, j'en ai été le témoin direct et je continue à être sur le terrain. Et donc je vois comment les familles, les militants qui font un travail extraordinaire sur le terrain, justement pour pallier aux manquements de l'État, le travail formidable qu'ils font. Et ça, j'aimerais aussi véritablement souligner, rendre hommage aussi à ces hommes et femmes qui bénévolement travaillent sur le terrain pour tenter de pallier aux déficiences de l'État. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi une fois de plus pendant le confinement, si certains militants n'avaient pas distribué des denrées élémentaires, de base, oui. Certaines familles auraient manqué, n'auraient pas eu de quoi se nourrir. Et ça, il faut le souligner parce qu'il y a une véritable solidarité dans les quartiers populaires. Ce sont des hommes et des femmes qui font un travail considérable, extraordinaire, d'aide aux devoirs, de soutien en fait dans tout ce qui peut faciliter le quotidien de ces hommes, femmes et enfants. Mais oui, ce livre, c'était aussi pour le lecteur blanc, regardez votre histoire en face. À un moment donné, il va falloir aussi se prendre en main
et se dire, mais oui, vous avez une responsabilité. Voilà, faites aussi votre autocritique. Voilà. Nous, on l'a fait. A priori, on est très en avance sur vous. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que vous vous sentez agressé, oppressé, mais parce que en fait, votre confort ne peut pas se construire au détriment d'une autre. C'est aussi pour ça que ça presse et que ça dure depuis tellement de siècles, tellement de décennies encore aujourd'hui, qu'il est normal qu'à un moment donné, les individus disent « on en a marre ». C'est-à-dire que la domination blanche s'articule dans le monde entier et ce système économique dans lequel on vit est destructeur pour l'environnement et pour les humains. Il va falloir à un moment donné qu'on se pose collectivement la question de qu'est-ce qu'on fait dorénavant. Quelle est la politique qu'on veut mener, comment doit se structurer la société et dans un espace globalisé, ça ne peut pas se faire aussi qu'au niveau national, mais tous les États, tous les individus, peu importe qui ils sont, vont devoir se mettre autour de la table parce que notre façon de vivre a des conséquences sur d'autres continents. Les guerres, là les famines, parce qu'avec le réchauffement climatique... Et aujourd'hui, voilà, les conséquences nous rattrapent. Oui, puisque là, on voit bien, là, on enregistre, on est au mois de mai. 50 degrés à Paris, en Inde, même des 50 degrés en Inde. 50 en Inde, 31 ici. L'été dernier, il y a eu 50 en Australie. Donc, on voit bien que tout se dérègle. Et d'ailleurs, les pays du Sud sont ceux, puisque là, maintenant, ça y est, ça nous rattrape et c'est imminent que l'on subisse l'impact concret en France. Et je me dis, c'est triste, mais il va falloir en arriver là pour que, visiblement, nos politiques se décident enfin à bouger. Enfin, on espère, parce que pour l'instant, c'est pas vraiment encore le cas. C'est pas leur urgence, apparemment. Et nous, ça y est, ça arrive à nos portes, sur nos paliers, ce réchauffement climatique. Mais les personnes dans les pays les plus pauvres qui sont les moins responsables de ce réchauffement climatique, puisque c'est pas leur façon de consommer. C'est pas de leur fait. C'est pas eux qui sont responsables aujourd'hui, on le sait, des problèmes dans lesquels nous sommes entrés, de l'Anthropocène, et c'est eux qui subissent de plein fouet notre manière de vivre, de consommer. Donc là, pour le coup, je m'inclus aussi dans l'équation. Enfin, je participe aussi au problème. Ouais. Donc oui, il va falloir un moment donné... Parce que la montée des eaux, là, il y a sur tous les côtes des pays du Sud, on voit que les dégâts sont là maintenant. Oui, et j'ai presque envie de dire pour les racistes, si vous voulez pas les voir justement sur votre territoire, il va falloir véritablement, la meilleure solution, c'est de changer votre manière de vivre. Oui. Là, je suis un peu... Non, mais c'est ça, c'est que parce que justement, le dérèglement climatique, ça va être aussi des déplacements de population, et ces populations, vont plutôt monter vers le nord. L'ONU moi, je me souviens, j'avais partagé sur Facebook il y a déjà quelques années, et les chiffres sont ressortis récemment. L'ONU avait prévu autour de 150 millions de réfugiés climatiques des pays du Sud en Europe pour 2050. 2050, c'est demain. Oui, c'est demain, mais donc, ça veut dire que si on tient aujourd'hui pour tous ceux qui ne veulent pas ceux qui voir veulent pas ce mélangement, qui ont peur envahi, effectivement d'être remplacés, etc. Voilà, il faut se préoccuper sérieusement de ce qui se passe dans les pays du Sud et de notre responsabilité par rapport à tout ça, parce que sinon, tout ce qui les incommode va être de plus en plus présent. Ce qui me surprend, en fait, non, ça me surprend pas, parce que c'est toujours très inconfortable, effectivement, de devoir accepter le fait qu'on ait le mauvais rôle. Que tout ce qu'on nous a raconté depuis qu'on est tout petit, en fait, ce n'est pas vrai. En fait, qu'on a été bercé d'une histoire qui n'était pas la bonne, qui n'était pas la vraie. Mais je vous assure qu'une fois que vous accepterez, de vous décentrer un tout petit peu, de vous taire, d'accepter la parole, d'écouter celles et ceux qui ont une véritable expérience. En fait, ça va aller beaucoup mieux. Ça va aller beaucoup mieux. Et vous vous rendrez compte que, en prenant du recul, que c'est peut-être pas faux ce qu'on nous dit. Et s'ils sont de plus en plus nombreux à le dire, c'est peut-être qu'il y a du vrai. Et bon, la réalité, c'est que, en fait, on a raison. Bon, alors ce qui ressort aussi de ce livre, c'est cette profonde injustice
subit régulièrement lié au racisme. On ne parle pas du sentiment d'injustice, on parle de faits. Et les Blancs ont beaucoup de mal à reconnaître ces faits et ce déni rajoute encore une couche d'injustice. Et tu écris, page 32, la colère est l'ultime rempart de ceux qui ne sont rien. Et page 33, la colère est l'une des réponses instinctives et immédiates à l'injustice. La colère précède l'action. Il n'y a pas d'action, pas de changement sans colère. La colère devance une éventuelle résignation et se transmet de génération en génération. Elle est le refuge de ceux qui ne possèdent rien dans un monde fait par quelques-uns, pour quelques-uns. La colère, lorsqu'on la subit comme ça, c'est légitime, c'est une réaction humaine, naturelle, mais la colère, si on ne s'en occupe pas, peut mener à la destruction ou à l'autodestruction. Elle peut aussi bien être un moteur pour entreprendre des actions constructives qui vont participer à changer les choses. Toi, à quel moment tu commences à réfléchir à cette colère et à en faire quelque chose ? Moi, de toute façon, la colère arrive très, très précocement. C'est-à-dire que mes proches disparaissent de manière tellement brutale. Je fais face très, très rapidement à cette injustice, et cette injustice, je n'ai pas les mots pour l'exprimer. Donc c'est quelque chose effectivement qui est là, qui est en moi, qui bouillonne. Et donc il y a le sport qui va arriver. Ça va être une façon formidable de la canaliser, de la transformer. Comme tu disais, pour ne pas me détruire ou ne pas faire du mal à d'autres. Mais c'est vrai que parallèlement, il y a aussi les livres, parce que je suis une enfant qui lit qui lit énormément, très très tôt. Merci les bibliothèques municipales. Merci ma maman qui malgré le manque de moyens n'hésitait pas à nous donner les quelques francs quand on avait cette envie d'acheter un livre. Et oui, donc la colère, ça va être un formidable moteur, mais ce qui est important en fait, c'est cette colère est véritablement légitime. On ne peut pas passer sa vie au combat. On ne peut pas, en fait, on a besoin de répit. Nos corps ont besoin de répit. La société française est structurée de telle manière où si on n'est pas tout le temps à l'affût, on risque de poser très rapidement un genou à terre. C'est pour ça qu'il y a aussi un moment dans le livre où je parle de celles et ceux qui s'en sortent sont les plus doués, les plus endurants. Et c'est injuste finalement de demander à un enfant de devoir avoir toutes ces qualités pour pouvoir prétendre à une vie normale. Et voilà, elle est là, cette réalité d'être un enfant racisé, né dans un quartier populaire. Il nous faut faire preuve de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endurance, très, très précocement. Rien ne nous est donné. Oui, et toi, dans ce que tu racontes, c'est un quartier populaire, mais en plus, où il y a vraiment il y a une telle concentration de population et de difficultés que moi, ce qui m'a marqué, que j'imaginais pas, c'est la présence de l'héroïne. C'est vrai que moi, déjà, c'est une période très particulière. Donc moi, bien évidemment que l'héroïne est arrivée plus tôt, mais moi, je parle de la fin des années 80, parce que c'est à ce moment-là que j'arrive dans cette cité. De toute façon, en fait, les individus ont aussi conscience de des difficultés qui sont les leurs, et donc certains essaient d'y échapper d'une manière ou d'une autre. Et donc oui, à la fin des années 80, en tout cas dans la cité dans laquelle j'habitais, l'héroïne fait énormément de dégâts. Et moi, mon objectif, c'est les seringues et c'est tout ça, et pour les enfants qui sont on en est témoin, on grandit dans cet environnement, dans cette violence. Et moi, justement, quand je parle d'eux dans mon livre, ce n'est absolument pas pour les stigmatiser. Oui, c'est justement leur rendre hommage, rendre hommage en disant. Ils appartiennent à une génération sacrifiée par un État qui est incapable d'inclure dans sa société tous ces jeunes. Mais je pensais aussi, en te demandant à quel moment tu commences à réfléchir à cette colère et en faire quelque chose, à un passage dans Dame B. J'ai pas noté quelle page et je me souviens plus exactement. Mais il y a un passage apparemment qui est clé après que tu te sois fait virer d'un lycée ou d'un collège, et où un copain te tient un petit discours qui va te remettre en question et où tu vas décider de changer, de plus être dans la même confrontation. Alors c'est pas la même confrontation, c'est-à-dire qu'il y a la confrontation intrafamiliale parce que chacun essaie de vaincre ses démons. Je veux dire, quand la violence vous frappe aussi frontalement, chacun essaie d'y survivre à sa manière. Et donc
il y a eu vraiment ce moment charnière, c'est-à-dire que je suis virée de mon lycée. Je tombe en dépression sans savoir à l'époque que c'était une dépression, parce que je ne m'étais pas... On n'a pas les moyens d'identifier, d'aller voir les bons médecins qui... Exactement, c'est-à-dire que la santé mentale, c'est quelque chose qui est négligé quand on appartient justement à ces classes populaires. La société, l'institution a du mal à concevoir que nous puissions avoir une santé mentale fragile aussi du fait des conditions et des violences que nous subissons. Donc je tombe en dépression et à un moment donné, je sors de ma chambre et je pose ma tête sur les genoux de ma mère. Donc c'était déjà une manière symbolique de faire la paix avec elle. Oui, parce que ça ne s'était pas produit jusque-là. Vous n'étiez pas, tu te racontes, pas dans le toucher, pas dans les démonstrations d'affection. Parce que ma mère était vraiment dans une lutte quotidienne. C'est-à-dire, il faut ne surtout pas perdre cette dignité. Il faut que mes enfants ne manquent de rien. Parce que il faut se rendre compte que cette violence impacte chaque interstice de la vie des personnes qui les subissent. Depuis enfant jusqu'à l'âge adulte. La classe n'efface pas la race, c'est-à-dire que malgré mes conditions de vie confortables, un quelconque individu blanc peut s'arroger le droit de me faire une remarque raciste. On le voit avec les footballeurs. D'un point de vue matériel, je pense que les footballeurs sont pas dans les plus à plaindre. Sont pas dans les plus à plaindre, mais il n'empêche que ils vont subir des cris de singe, des jets de bananes, et que personne, s'en offusque. On se dit mais que fait la fédération, que font les clubs pour que ça cesse. Donc il n'y a pas de véritable volonté politique de corriger le racisme. Quand on voit qu'un parti d'extrême droite, moi je dis que c'est un parti fasciste, fait 42% au présidentiel, excusez-moi, où est la volonté politique véritable de combattre le racisme ? Il faut juste savoir que la France, 13 millions de Français ont voté pour un parti d'extrême droite fasciste. En fait, la France, c'est l'un des pays d'Europe les plus racistes. Parce que moi, cette excuse du vote, de contestation, etc., non. Ça va faire 5 présidentielles. Sur la base des 5 dernières présidentielles, l'extrême droite arrive au second tour à 3 reprises. Donc le vote de contestation, vous pouviez nous le faire la première fois et éventuellement la deuxième fois. Mais là, non, c'est quand on décide de voter pour Marine Le Pen ou Zemmour, assumez votre racisme. C'est tout. Donc la France est l'un des pays les plus racistes d'Europe, avec 13 millions de votants. Et en même temps, on voit que ça progresse dans beaucoup de pays et que cette pensée, moi j'appelle ça une pensée facile, parce qu'en fait, on ne remet pas en question, on n'essaie pas d'aller chercher la vérité, on répète et on partage sur les réseaux sociaux, et on a vu avec l'arrivée de Trump aux États-Unis aussi, ces processus de relayer, de partager et de faire groupe autour d'idées qui sont profondément des idées qui nous divisent et qui n'ont pas de fondement. De toute façon, moi je dis toujours la peur est mauvaise conseillère, et puis la figure du bouc émissaire, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. C'est vrai qu'il est toujours plus facile de s'attaquer au voisin qui a une couleur qui parle pour lui, ou à une femme qui porte le voile, que d'aller s'attaquer au mec du CAC 40. Et pourtant, ces actions ont beaucoup plus d'impact sur ton quotidien que la personne qui, comme toi, se débat pour garder sa dignité. Parce que pour le coup, les plus riches, la crise ne connaît pas. Crise sanitaire ou pas, il n'y a aucun problème. Non, ça a même profité visiblement. Ils ne sont jamais autant enrichis. Voilà. Et même avec ça commence déjà à spéculer sur le manque de blé, etc. Donc, à un moment donné, il va falloir, comme je dis, arrêter de fonctionner sur le principe de l'émotion, de l'immédiat, et s'arrêter, prendre du recul et essayer de réfléchir. Oui. Et écouter celles et ceux qui savent, qui ont de véritables compétences pour aborder tel ou tel sujet. Alors, il y a un passage dans Dambé que je trouve intéressant à relier à ce que tu racontes dans ce nouveau livre Au nom de tous les tiens. C'est lorsque tu décris que tu ne ressens rien au moment des victoires que tu décroches en championnat de boxe.
Tu écris « Je n'arriverai pas à me réjouir. Je suis toujours allé au combat sans haine ni rage. Je n'ai jamais eu spécialement envie de dominer mon adversaire et certainement aucune de le détruire ou de l'humilier. J'ai eu des scrupules à voir l'autre saigner, souffrir. Je n'aime pas faire mal, ce n'est pas de la grandeur d'âme. Ces victoires-là me sont indifférentes. Celle à laquelle j'aspire, c'est la victoire que j'emporte sur moi et qui me consacre plus forte que je suis capable de l'être. Elle récompense les sacrifices, les efforts, les douleurs. Dans ce cas, alors, oui, il y a de la volupté. Elle est parfaitement égoïste. Je ne sais pas si c'est parfaitement égoïste, mais ce n'est pas le sujet de ma question. C'est à quel moment tu l'as ressenti alors, cette victoire emportée sur toi? Déjà, dire que la boxe, d'une certaine manière, c'est l'allégorie de la vie, du quotidien auquel on doit faire face, aux différents obstacles que l'on doit surmonter, et cette nécessité de rester debout. Et donc les gens en fait se focalisent surtout sur le combat et la victoire. Mais c'est tout ce qu'il y a avant qui est important. Ces mois, ces jours, ces années d'entraînement auxquels on doit s'astreindre. La douleur aussi de l'entraînement, ces innombrables mises de gants, etc. Et finalement, en fait, le combat, d'une certaine manière, c'est juste la fin de tout ce processus, l'aboutissement exactement de tout ce processus. C'est un temps, en plus, qui est très très court, dans le temps très court par rapport à tout ce tout ce qui précède au chemin. Et donc, il y a la satisfaction d'avoir gagné, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette frustration parce que je suis aussi quelqu'un qui s'est construit toujours en se fixant des objectifs. Mais une fois que tu as atteint cet objectif, et la question qui arrive tout de suite, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Comment je vais me réinventer, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de nouveau, et moi c'est ce qui me fait tenir, c'est ce qui me fait vivre, c'est continuellement sortir de cette zone de confort, apprendre, faire de nouvelles rencontres et créer. Et créer. Et ta mère te disait souvent de devenir quelqu'un, et tu le dis aussi à ta fille dans ce livre. Devenir quelqu'un, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Alors, je ne sais pas si de mémoire, je vais pouvoir citer cette phrase, la phrase précisément. Mais déjà, le devenir quelqu'un, en fait, il ne s'agit pas de possession matérielle, que l'on soit très, très clair. C'est-à-dire, justement, certains, énormément s'emparent de du principe de dignité, mais qu'est-ce qu'ils en savent véritablement de la dignité ? Qu'est-ce qu'ils en savent des combats qu'il faut mener pour garder sa dignité ? Rien. C'est-à-dire que tout ce qui nous est important pour nous, ces groupes qui ont dû continuellement se battre, en fait, même ces mots, ils s'en emparent, les vides de sens. Non, la dignité, c'est garder la tête hors de l'eau, c'est une lutte du quotidien, ne surtout pas perdre son humanité. Et cette dignité, ça fait des années que certaines mènent les luttes pour la garder, parce qu'on a tendance à croire effectivement que la lutte est récente. Non, d'autres avant nous ont mené les luttes, parce qu'il fallait, garder cette dignité, ne jamais renoncer, surtout pas renoncer à cette humanité, en tout cas que les Blancs ne nous la retirent pas. Donc voilà, le devenir quelqu'un, c'est ne renonce jamais à ton histoire. C'est cette histoire qui fera justement que tu seras quelqu'un, que tu considéreras l'autre, justement. Parce que vu ce qu'ont vécu tes aïeux, jamais ne faudra te départir de ton humanité, de cette dignité, la conscience de l'autre. Il faut que tous les hommes restent des hommes. Donc, apprends. Ne traite jamais personne avec mépris ou arrogance. Toutes les vies comptent. Voilà, devenir quelqu'un, c'est avoir une véritable conscience de l'autre.
On ne se fait jamais tout seul. C'est intéressant parce que là aussi, j'entends souvent dans les discours qui veulent discréditer les personnes qui se battent, les personnes racisées, pour être... Il est très bien ce terme. Pour cette reconnaissance, simplement, juste de la dignité à égalité de tous les êtres humains. Un véritable universalisme, tout simplement. Et on a toujours tendance à vouloir associer ce combat-là à un combat alors on entend tout, du racisme anti-blanc, d'exclusion. Or, moi, quand je t'écoute ou quand je lis tout ce qui peut être écrit par les personnes qui sont dans ce combat en ce moment, j'entends des mots d'humanité, de fraternité, de ne pas rentrer dans l'exclusion que vous avez subie et justement ce rejet. Et il faut quand même beaucoup de grandeur pour réussir à rester inclusif quand on subit tout ça. Et ça, je trouve que c'est facile parce que dès qu'on perçoit de la colère dans un discours, on veut faire croire qu'il y a une colère contre les Blancs et que donc c'est... Voilà. Et c'est pas ce que j'entends en fait. De toute façon, c'est absolument pas ça. Enfin, même pour en revenir à Mame Fatou Niang, dans son livre Universalisme, là, je rappelle cette phrase formidable de Mame Fatou Niang, construire un universalisme à la mesure du monde. Donc, inclusif, comme tu le disais il y a un instant. Mais quand on a subi, de manière aussi violente, que ce soit le racisme, les inégalités, en fait, ce serait renoncer nous-mêmes à notre humanité. On devait reproduire ce que l'on a subi. Et moi, personnellement, je ne souhaite à personne de vivre, tout ce qu'on a pu encaisser, avoir à supporter. D'ailleurs, c'est ce que je dis aussi à ma fille. Je ne supporterai pas que ta vie se résume à résister. Je ne le souhaite à personne, à aucun enfant. Donc, quand j'entends certains discours, personnellement, moi, ça me fait sourire. Mais oui, continuer à nous opposer des arguments fallacieux, il n'empêche qu'il est hors de question que la réussite des uns se construise au détriment des autres, que vous le vouliez ou non. C'est-à-dire que ma mère me le disait en son temps, nous aussi on aime nos enfants. Je le dis à ma fille, maman t'aime, et à partir du moment où j'aime ma fille, j'aime mon enfant, je veux lui construire un monde où elle pourra s'épanouir. Donc on continuera à se battre pour prétendre à une véritable égalité. Mais elle ne se fera pas contre vous. L'idéal, c'est qu'elle se fasse avec vous. Mais il va falloir désapprendre. Et remettre en question. Remettre en question les hiérarchies sociales. Je veux dire, limite, c'est formidable, mais quand vous lisez la mythologie grecque, vous vous rendez compte que tout n'est pas vrai. La France aussi a construit un mythe pour justifier la domination, l'exploitation d'autres groupes raciaux. Tu as dit souvent que ton entraîneur, je crois que c'était Jean Roche, voilà, t'incitait à t'intéresser, à t'ouvrir à autre chose. Alors, quelles sont les choses auxquelles tu as commencé à t'intéresser en dehors de la boxe à l'époque, à ce moment clé, et celles auxquelles tu t'intéresses aujourd'hui ? Alors c'est vrai que Jean Roche était vraiment extraordinaire. D'ailleurs, il disait, moi, je n'entraîne que les gosses de la même condition sociale que moi. Donc, il avait vraiment une véritable conscience politique, d'enfants nés pauvres, ayant grandi dans les classes populaires, et avec des anciens parents communistes, purs et durs. Et donc c'est vrai que c'est l'un des premiers qui m'a amené à discuter de politique, à ma prise de conscience politique, à structurer ma pensée politique. Après les entraînements, c'était de longues discussions où on débattait, on n'était pas forcément d'accord parce qu'il y avait aussi une grosse différence d'âge. Donc parfois ça crée des traits de friction, mais ce qui était formidable, c'est que la discussion
était possible. On débattait, on n'était pas forcément d'accord. Il y avait l'écoute. Voilà, il y avait l'écoute, mais on recommençait à la séance suivante. Alors, comme je faisais de la compétition, autant vous dire qu'il y avait énormément de séances dans la semaine, mais ce n'était absolument pas un problème. Par la suite, c'est vrai que le passage à Sciences Po aussi a été très très structurant dans la manière justement de prendre l'information, une information qui venait de différentes directions, mais comment justement articuler tous ces éléments pris en différents endroits. Donc ça, Sciences Po a été véritablement structuré ma pensée. Ça a été vraiment formidable pour ça. Puis ensuite, aller sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut aller sur le terrain, aller rencontrer l'autre. Oui, aller se soumettre à un discours qui n'est pas forcément le sien. Débattre. Oui, accepter la contradiction. Et ça oblige aussi à argumenter. Et là, on voit nos propres limites quand on doit argumenter aussi. Exactement, parce que quand un individu qui subit véritablement les choses, vous dit qu'il met telle ou telle stratégie pour amoindrir justement les effets de ces inégalités, oui. Vous, avec votre argument, oui, mais tout le monde, c'est pas pareil, ou on n'est pas tous les mêmes, on n'est pas tous racistes. Au fait, ça vaut pas grand-chose, parce que ce sont véritablement des hommes, des femmes et des enfants qui subissent les effets de ces politiques, d'une société structurellement injuste, raciste, islamophobe, qui subissent véritablement les conséquences dans leur chair, dans leur quotidien, même dans leur manière d'occuper l'espace public. Elle est là la réalité, c'est-à-dire que ce sont des hommes, des femmes et des enfants qui sont derrière. Ce sont des vies qui sont derrière, et ce sont des individus qui n'aspirent qu'on leur foute la paix, qu'on les laisse vivre. Voilà. Alors, tu t'impliques justement dans plusieurs initiatives. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui te tient à cœur, ce que tu trouves intéressant ou utile, les sujets sur lesquels tu t'engages ? Moi, de toute façon, j'adore le terrain, parce que au seul moment où j'ai failli finalement le quitter, parce que l'ascension sociale, si je puis m'exprimer ainsi, oui. Fait que vous vous dites, j'ai travaillé très durement, j'ai profité des fruits de mon labeur, et finalement, la sortie de Dimbé m'oblige pas, parce que c'est moi qui accepte. Choix, voilà, oui. C'est un choix. J'accepte effectivement d'aller à la rencontre d'élèves très 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 majoritairement de quartiers populaires, et je me rends compte que mon discours est complètement éculé. C'est qu'il ne répond absolument pas à la réalité du quotidien, le fameux quand on veut on peut. Non, c'est difficile de dire à un gamin quand on veut on peut, quand il est à distance raisonnable des infrastructures publiques, des transports, face à la précarité du quotidien, même la précarité des établissements dans lesquels ils étudient, où ils apprennent. Non, le quand on veut on peut, c'est aussi un outil sémantique qui permet de faire taire toutes celles et ceux qui dénoncent ces égalités, ces professeurs qui disent on a peu de moyens, on aimerait en faire plus, mais ce n'est pas possible, aux parents militants, etc., qui disent il y a un véritable traitement différencié concernant nos gamins. Ils n'ont pas des professeurs absents, donc des jours d'école manquants, un établissement qui en état de vétusté, etc. Donc c'est aussi à nous, pour résumer, de garder un esprit critique. Je pense que l'esprit critique, malheureusement, c'est quelque chose qu'on entend de moins en moins dans le débat critique, et qu'il est essentiel de réintroduire cette notion d'esprit critique. Et pour le nourrir, cet esprit critique, ça suppose aussi de se soumettre à un discours qui n'est pas le nôtre, à accepter des croyances qui ne sont pas les nôtres, parce qu'elles ont aussi le droit de citer.
Alors, dans les initiatives, je reviens à ma question, dans lesquelles tu t'impliques, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ah oui. Il y a la bibliothèque, les ateliers d'écriture, tout ça. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de tout ça, parce que c'est aussi facile de penser que les gens sont justement seulement dans la critique. Mais en fait, toi, tu es beaucoup sur le terrain pour aider à changer les choses. Mais c'est le terrain, en fait, qui structure ma pensée. Alors, parle-nous un peu des choses dans lesquelles tu... C'est le terrain qui structure ma pensée, c'est animer des ateliers d'écriture, c'est aller à la rencontre d'élèves dans des quartiers populaires, c'est participer aussi dans le cadre d'une association qui est extraordinaire, qui s'appelle Zarsprod dans le 20e arrondissement, à des ateliers théâtre. À la bibliothèque. À la bibliothèque aussi. Le travail que tu vas faire pendant un an. Là, oui, j'ai carte blanche à la bibliothèque Assia Djibar dans le 20e arrondissement, où on organise des tables rondes, des ateliers d'écriture, des interviews, des rencontres avec des personnes qui viennent de l'extérieur sur des thématiques qu'on a définies en amont. Et donc, d'ailleurs, la prochaine aura lieu ce samedi, 21 mai. Et, alors, je pense que ça va être diffusé après. Et traitera de la création pour les individus racisés. Parce que la création artistique. La création artistique dans sa diversité, avec Grace Lee, Alice Diop, Bintou Dembélé, Chérine Soleiman et Rokhaya Diallo. Parce que il suffit aussi de donner la parole à des personnes, oui, qui sont légitimes à le faire sur ces sujets-là. Il faut accepter le principe de... De toute façon, c'est ce qu'on apprend à un enfant. Écoute avant de parler. Moi, c'est ce que j'apprends à ma fille. Chut, tu écoutes et ensuite tu me répondras. Pourquoi les adultes se départiraient d'un élément éducatif de base. Et alors, tu disais qu'au moment de tes victoires dans la boxe, tu ne ressentais aucune joie. Qu'est-ce qui te procure de la joie aujourd'hui ? Déjà ma fille, parce que c'est une enfant qui est géniale, qui est gentille, qui aime véritablement les autres et puis en plus elle adore le rugby. Non mais oui, ma fille, mes proches. Et puis, ce qui me rend heureuse aussi, c'est de voir une nouvelle génération qui a véritablement envie de faire bouger les lignes. Voilà, ils sont à fond. Et elle a quel âge aujourd'hui ? Ma fille, elle a 9 ans, mais même je parle même de cette nouvelle génération d'adolescents, de jeunes adultes qui sont vraiment à fond et qui veulent faire bouger les lignes. Parce que moi, j'aime bien aussi ce principe de transmission, de passage de relais. La lutte, c'est quelque chose aussi qui... donc chacun effectivement l'amène à son niveau et selon l'énergie qui est la sienne, mais c'est aussi quelque chose qui épuise véritablement, c'est-à-dire qu'on parle pas assez de santé mentale de celles et ceux qui sont investis quotidiennement sur le terrain. C'est quelque chose qui épuise. D'autant plus aujourd'hui que les attaques, y compris dans ceux qui se battent sur les questions environnementales aujourd'hui, exactement, c'est incroyable, la violence des attaques, c'est violent et par les réseaux sociaux, par le net, partout. Et donc, voilà, il y a toujours ce côté, d'autres prendront la suite et ça, c'est formidable. Et les anciens pourront souffler et tirer leur révérence. Et alors, toi, tu as eu aussi des expériences côté théâtre. J'avais lu que tu avais des projets de réalisation. Alors, c'en est où tout ça ? Et quels sont les projets à venir ? Ce qui est déjà fait ? Moi, je m'autorise je m'autorise maintenant, ce que je ne faisais pas à l'époque, parce que c'était pas le milieu social auquel j'appartenais. En tout cas, que c'était très difficilement accessible pour nous. Oui. Et donc j'ai eu la chance, l'opportunité de monter sur les planches, faire le Festival d'Avignon, de rentrer en création. Et puis là, oui, mon objectif, c'est vraiment de passer à la réalisation. J'ai une formidable opportunité qui s'est présentée, mais je suis un peu superstitieuse. Mais oui. Pas trop en parler tout de suite. Mais non, c'est très solide, etc. Mais
J'ai toujours ce côté, tant que ça n'a pas été fait, Tu as raison. on n'en parle pas. Et oui, et puis même l'écriture de toute façon, c'est aussi se dire, en fait, on a très peu enfin, c'est un milieu qui est aussi très peu accessible à des hommes, femmes, non blancs et qui aimeraient s'exprimer. Donc c'est aussi à tous les différents métiers, secteurs. D'être sensible à ça et de se dire, le but c'est pas d'exclure d'autres individus ou groupes d'individus, c'est juste de faire de la place. En fait, on apprend la bienveillance à nos enfants, on apprend l'inclusion à nos enfants, on apprend pour la très grande majorité des individus la tolérance à nos enfants, mais pourquoi tout ça disparaîtrait à l'âge adulte ? Après, je peux comprendre que l'on se trouve dans une société concurrentielle, mais faites les responsables, ce ne sont pas les autres, c'est ce système économique qui nous gouverne. Et oui, on en revient toujours là. Exactement. Et côté écriture, tu continues à écrire ? Tu as d'autres projets ? Là, je vais faire une toute petite pause parce que Au nom de tous les tiens vient de sortir et que je suis quelqu'un qui prend du temps pour écrire. Parce que tu disais, ce sera il y a eu 3 livres, ce sera la fin pour ce parcours après, pour la famille, mais ensuite tu comptes... Après, pour être honnête, il y a eu d'autres... C'est vrai que je dis 3 livres, mais bon, il y a eu aussi une nouvelle qui s'appelait Box, il y a des ouvrages qui sont aussi, des essais, des nouvelles qui sont sorties en Allemagne, etc. Donc, voilà, je produis. Ça fait partie maintenant de ton... De toute façon, ne serait-ce participer à des allées d'écriture, c'est que on produit collectivement. Même quand on parle de réalisation, il faut écrire, il faut pitcher, donc l'écriture de toute façon est quelque chose de constant dans tout ce que j'appréhende. Ne serait-ce le théâtre, si on n'a pas une approche de l'écriture, c'est beaucoup plus complexe pour appréhender le texte. Donc c'est quelque chose de constant dans ma vie, aujourd'hui. Très bien. Bon, je vois qu'il y a plein de projets, donc c'est bien, ça fait plaisir d'entendre ça. Est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites signaler Ah oui, et surtout, dites-vous que dire blanc, non blanc, parler de race, de racisé, ce ne sont absolument pas des gros mots. C'est essayer, le plus précisément possible, de décrire les choses et donc les leviers de domination, de hiérarchisation au sein d'une société. Parce que nous aussi, on aimerait ne pas voir les couleurs. Bon, ce sera peut-être la conclusion du coup. Ok, Aya Sissoko, un grand merci. Je rappelle le titre de ton dernier livre. Quand même on n'a pas... je t'ai entendu dans plusieurs interviews dire qu'effectivement ce titre, Au nom de tous les tiens, avait un lien avec Au nom de tous les miens. Peut-être quand même dire en quoi. Ah oui, c'est une référence directe au titre de l'ouvrage de Martin Gray, un auteur qui m'a accompagnée quand j'étais adolescente parce que... il perd la famille qui s'est reconstruite dans l'incendie de sa maison et il faut tout recommencer. C'est vrai que ça fait écho à la perte des miens dans un incendie criminel où je perds mon père et ma petite sœur. 1 an après, mon petit frère, où on se dit si lui a réussi, moi aussi je peux y arriver. Comme quoi, les ouvrages, même si nos vies ne se ressemblent pas, les drames n'ont pas lieu à des époques similaires, on y puise une puissance formidable. Et oui, parce qu'il y a bien des dénominateurs communs dans tous les êtres humains qui sont sur cette planète. Exactement, l'universel, encore, toujours, mais un universel à la mesure du monde. Très bien. Donc, Aya Sissoko, le livre s'appelle « Au nom de tous les tiens ». Il est publié au Seuil. Exactement. Je vais mettre, comme d'habitude, chères auditrices et chers auditeurs, le lien pour pouvoir aller acheter ce livre, si vous le souhaitez, directement sur le site des librairies indépendantes. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur ce lien que vous trouverez dans le descriptif du podcast. Et si vous êtes sur le site So Sweet Planet et pas sur une application, vous aurez à la fin du texte de présentation le lien aussi pour pouvoir aller
acheter directement. Un grand merci, Aya, ça m'a fait très De rien, plaisir. merci pour l'invitation. À bientôt, au revoir. Vous pouvez retrouver So Sweet Planet sur Twitter, Facebook et Instagram. Et puis, très important, si cette interview vous a plu, n'oubliez pas de noter ce podcast sur votre application de podcast. Enfin, autre information capitale, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. So Sweet Planet est un média indépendant et autoproduit. J'ai besoin de votre soutien et je vous offre en plus pas mal de contenus exclusifs. Venez les découvrir. Je vous mets le lien vers Patreon dans le descriptif de ce podcast. À tout de suite.